On a tous déjà ressenti cette envie de renverser la table après avoir perdu une partie à cause d'une seule petite erreur de mémoire, non? C'est le genre de situation vraiment frustrante. Ah oui, totalement. Et en général, on range la boîte directe. Bah justement, avec Monsters of Locklemonde, c'est ce qui se passe, mais paradoxalement, on exige direct une revanche. Donc, bienvenue dans notre exploration du jour. On va décortiquer les mécaniques de ce petit jeu en s'appuyant beaucoup sur notre article qu'on vient tout juste de publier. Ouais, c'était un chouette papier à écrire d'ailleurs. C'est clair. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre comment un minuscule deck de 72 cartes arrive à faire de l'ombre à des classiques de défausse comme Skyjo. Et surtout, sans avoir besoin d'un plateau qui pèse 3 kilos. C'est tout le paradoxe de ce format, en fait. Dans notre article, on l'a comparé au haggis. La fameuse panse de brebis farcie écossaise, c'est ça. Voilà, c'est pas juste pour la blague culinaire. Visuellement, bon, ça ressemble juste à un petit paquet d'ingrédients mystères bien cachés, mais quand on l'ouvre et qu'on étale tout sur la table, les mécaniques explosent ensemble. Ça crée un chaos hyper organisé, j'en suis vraiment fascinée. Concrètement, le système de base emprunte pas mal au golf de cartes. Au départ, on reçoit un clan de 4 cartes posées face cachée. Seulement 4, ouais. C'est ça. On a le droit de regarder les deux du bas une seule fois, et après, débrouillez-vous avec votre mémoire. L'objectif, c'est de chasser les monstres qui valent de 4 à 13 points, pour garder les humains qui ont des valeurs négatives. Tout ça pour avoir le score le plus bas et crier « Freedom !» Très thématique du coup. Grave. Mais en rédigeant notre article, je me faisais la réflexion, au fond, qu'est-ce qui empêche ce système d'être juste un banal memory pour enfants? Ah ben, la grande différence, elle tient dans la façon dont le jeu retourne cette mémorisation contre les joueurs. En fait, c'est pas un test passif, c'est un vrai bonetto punitif, grâce aux effets spéciaux des cartes. Prends le gobelin, le Red Cap. Ah oui, le fameux. Historiquement, dans le folklore, c'est la créature qui trempe son bonnet dans le sang. Exactement. Et mécaniquement, piocher cette carte, ça permet d'insérer une nouvelle carte directement dans le tableau d'un adversaire. Et ça, sans qu'il puisse la regarder. C'est horrible. Ça bousille complètement la stratégie de l'autre en glissant une inconnue totale. Ouais. Et il y a aussi l'effet chou. En gros, si on repère qu'un adversaire a 2 cartes identiques, on peut les dénoncer pour l'obliger à les défausser. Sauf que, et c'est là que c'est génial, si la mémoire nous fait défaut et qu'on se trompe, on prend une grosse pénalité. Ça transforme vraiment la mémoire en arme psychologique. C'est de la pure mesquinerie. Mais ce qui est drôle, c'est que cette méchanceté mécanique contraste violemment avec la production du jeu. Un point central de notre article, c'était le revirement éthique de l'éditeur sur la direction artistique. Ah oui, l'histoire de la première édition. Voilà. La toute première édition utilisait des images générées par intelligence artificielle. Ça laissait une impression de produit vraiment générique, sans âme. Et la correction a été assez radicale pour la seconde édition. Totalement radical, oui. Ils ont intégré le vrai travail de l'artiste Richter Shop. Et en plus de ça, on a une démarche éco-responsable. C'est du zéro plastique, fabriqué en Europe, en Pologne, avec un carton d'une épaisseur assez incroyable. Ce poids physique, ça modifie complètement l'expérience autour de la table. Manipuler ces cartes très épaisses et texturées, ça oblige presque à ralentir le geste. Ouais, ça donne un côté très premium. C'est clair. Ça rappelle la sensation de luxe qu'on a en déplaçant de lourdes pièces en métal dans un gros jeu de stratégie. Ça donne un certain prestige à l'action. Mais cette sensation de luxe, elle a un prix. Et c'est justement là qu'on aborde les limites du jeu. À environ 20 € le paquet de cartes, l'investissement initial, il est conséquent. Surtout pour un si petit format, oui. Et quand on combine ce prix avec la sévérité du gameplay, parce que le jeu ne pardonne absolument rien, c'est dur. Une seule fausse suspicion avec une carte dénoncée à tort, et hop, on a un handicap de cartes supplémentaires quasi insurmontable. C'est le genre de punition brutale qui pourrait totalement dégoûter les gens dès la 3e manche. Moi, je suis curieux, pourquoi s'infliger ça? La parade, elle est dans le rythme. Une manche dure à peine quelques minutes. Ah, d'accord. Bah oui, du coup, se faire écraser brutalement, ça gâche pas une soirée entière. Au contraire, l'humiliation est si fulgurante qu'elle donne une décharge d'adrénaline. On n'a même pas le temps d'être frustré, on veut juste sa revanche. Ce qui valide complètement la conclusion de notre article. Monsters of Locklemonde agit un peu comme un whisky de poche. C'est une belle image. C'est un titre compact, élégant, avec une grosse brûlure initiale, mais qui laisse un fort bout de reviens-y. Pour quiconque veut stimuler sa mémoire tout en s'imprégnant de mythologie celtique sans l'encombrement d'un énorme jeu, c'est top. D'ailleurs, il y a un dernier élément mécanique qui cristallise toute cette tension. Et c'est une piste de réflexion super intéressante. Le deck inclut une carte œuf. Sur le moment, elle vaut que 3 points, elle a l'air inoffensive. Sauf qu'à la manche suivante, cet œuf éclot et devient un bébé monstre avec une pénalité de 4 points noirs.
C'est une vraie bombe à retardement, visible par tout le monde. Et c'est là la vraie question. Sachant qu'on a ce danger inéluctable qui couve sur la table, dans quelle mesure l'anticipation de ces bombes visibles transforme la psychologie et la paranoïa des joueurs par rapport à de simples attaques surprises? Une dynamique psychologique vertigineuse. De quoi bien cogiter avant la prochaine distribution.